On a la station électrique pour les voitures modernes et juste de l'autre côté, c'est pas du tout moderne. Mais j'adore ce paradoxe. On reprend la route. À la première intersection, un véhicule ancien posé contre une station électrique ajoute une touche d'authenticité au décor. À côté, une charmante boîte à livres, la pose idéale à offrir à ma douce. Voilà un beau lavoir qui capte notre regard. Le débit de l'eau y est amantissant, bien plus que sur les cascades de notre randonnée. On se sent plongé au sein de l'âme du village. Romule, niché dans la vallée de l'Échelle, doit son nom à un ancien moulin seigneurial. Faire plaisir à madame, une boîte à livres avec des poissons de la mer, recettes poissons de la mer. Chouette, méli-mélo de poissons. Ah non, il n'y a pas que les poissons de la mer alors. Ah, c'est un méli-mélo de poisson. Et nous voilà dans un camping. Ça sera journée visite, douche, après la randonnée. Pour l'instant, il est 16h et on va prendre le repas du midi. Ah, on a faim. Nous voici arrivés au camping municipal de Molsheim. Ouais. Question subsidiaire, pourquoi il y a une porte là-haut? Après un repas rapide, nous glissons main dans la main vers la ville. L'enfant Jésus. Notre balade commence devant l'imposante église des Jésuites, construite entre 1615 et 1617. À côté, le collège des Jésuites, fondé en 1580, formant un tandem parfait entre éducation et foi. Surgit la porte des forgerons. Elle date du XIIIe siècle. Sur son fronton, Sainte Marie veille. En poursuivant notre chemin, se dresse l'église protestante, bordée de maisons à colombages colorés, typiques de l'Alsace. Chaussée de pavés et élégance d'un autre âge, elle incarne le calme et la simplicité. Puis arrivent les vieux remparts. Solides, légèrement courbés, ils présentent des canonnières minutieusement taillées. Juste en dessous, une croix de Jésus est déposée parmi d'autres statues pieuses, comme une offrande silencieuse à la mémoire du passé. 1803, c'est écrit en allemand. Une croix de 1803 et au-dessus une canonnière. Des vestiges du passé. Nous atteignons maintenant la Chartreuse, fondée ici en 1598, après leur expulsion de Strasbourg. Depuis 1985, l'ancien prieuré abrite le musée municipal et la fondation Bugatti. Pas de bras, pas de chocolat. Enfin, la place du village nous accueille, cernée de bâtisses, façades sculptées, témoins du siècle passé. On y ressent l'âme vivante de Molsheim. Entre passé religieux et effervescence culturelle, là où chaque pierre murmure une histoire. Sur le chemin du retour vers le camping, on reste suspendu devant les maisons colorées de Molsheim. Façade ocre, rouge, bleu ou vert tendre, bordée de colombages sombres et sculptés. Journée de lecture. Notre programme s'envolait pour laisser place à la marche entre nature et village ancien. Quand tu es heureux d'être en camping, parce que tu es à l'abri pour déjeuner. Combien ce petit abri? Ouais, hier on a bouquiné là, aujourd'hui on déjeune dehors quand même, à l'abri. Me réveille à l'abri. Il reste des crosses, il reste des petits pains suisses, des oranges, notre lait habituel, notre petit café. Et tout le monde dort. Cap vers Strasbourg. Mais quelle surprise! Nos espoirs de flâner à bord d'un bateau ou de dîner en ville se brisent dès l'arrivée. Notre voiture équipée d'un coffre de toit ne peut accéder au parking relais du centre-ville. Adieu les quais scintillants et les ruelles pétillantes. Aujourd'hui, notre escapade sera plus simple. Nous troquons les restaurants et les bateaux contre l'essentiel. Une parade de couleurs, un regard complice et la découverte sincère du cœur de la cité à pied. Notre promenade débute sous les voûtes silencieuses de l'église Saint-Pierre-le-Jeune, joyau gothique du XIIIe siècle, fondée entre 1250 et 1320 sur un site ancien. Elle conserve son jupé gothique exceptionnel et un orgue Silbermann de 1780. Des fresques du XIIIe siècle réapparaissent dans le cloître romain, témoins des jours révolus de la vieille municipalité. Véritable dialogue entre lumière, pierre et mémoire sacrée. Avec un joli palais de justice, tout habillé de toile blanche, en pleine rénovation.
Puis nous longeons le palais de justice, gardé par ses sphinx et ses colonnes solennelles. La marche nous mène ensuite vers la place Broglie, haut lieu de mémoire où Rouget de Lisle chanta pour la première fois la Marseillaise en 1792, avant de lever les yeux vers notre destination finale, la cathédrale qui veille sur Strasbourg depuis des siècles. Devant nous se dresse la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, chef-d'œuvre gothique taillé dans le grès rose des Vosges. Sa façade ouest, construite entre 1275 et 1399, s'élève en 3 niveaux ornés de fines colonnettes semblables à des cordes de harpe, de gables ajourés et de pinacles délicats, donnant à l'ensemble une grâce aérienne. Les 3 portails sculptés racontent les grands chapitres de la foi. L'enfance du Christ sur le portail gauche, la Passion au centre et le Jugement dernier à droite. Les statues expriment des émotions d'une finesse rare. Nous voici dans le bras sud du transept, face au pilier des anges. Un prodige de pierre s'élevant sur 18 mètres, dressé vers 1230 pour soutenir la voûte. 12 statues s'y lovent, réparties en 3 registres. Les 4 évangélistes en bas, des anges musiciens au second niveau, et tout en haut, le Christ juge entouré d'anges portant les instruments de la Passion. Petit ange. Au 3e coup, l'ange de droite tournera son sabre. Puis, le vieillard passera devant la mort, qui sonnera les 12 colonnes. Ça bouge, le monsieur. Regardez maintenant tout en haut. Les apôtres passent devant le Seigneur qui les bénit. Au passage du 4e apôtre, le coq perché sur la tourelle de gauche bat des ailes et chante une première fois. Au passage du 8e apôtre, le coq chante pour la seconde fois. Nous nous trouvons maintenant face à l'horloge astronomique, un véritable chef-d'œuvre de science et d'art longuement tissé dans le temps. Tout a commencé vers 1352-1354 avec la première horloge, la célèbre horloge des 3 rois. Chaque heure, 3 mages se prosternaient devant la Vierge et l'enfant, tandis qu'un automate précurseur, un coq en bois et métal, battait des ailes et chantait, l'un des premiers automates d'Occident. De 1838 à 1842, Jean-Baptiste Chinguez, horloger autodidacte et fils d'un atelier strasbourgeois, restaura et enrichit cette mécanique. Il ajouta un calendrier perpétuel capable de calculer Pâques, un cadran planétaire, l'affichage en temps réel des positions du Soleil, de la Lune et des planètes, ainsi que le repérage des éclipses lunaires et solaires. Chaque jour, à 12h30, l'horloge s'anime. Un cortège d'automates symbolise les âges de la vie. L'enfant, l'adolescent, l'adulte, le vieillard, passant devant la mort. Puis, en hauteur, les 12 apôtres défilent devant le Christ, tandis qu'un coq mécanique chante 3 fois. Émotion et poésie fusionnent dans le silence suspendu de la nef. Il est légèrement grippé, Einstein. Le Seigneur donne encore une fois sa bénédiction. Ainsi, l'horloge continue de fonctionner, sonnant tous les quarts d'heure. Ce sont les 4 âges de la vie humaine qui passent devant la mort.
D'un monument de 18 mètres de haut, l'horloge est un véritable microcosme céleste. Peinture allégorique illustrant les 4 empires anciens, signes du zodiaque, automates représentant les jours de la semaine, dieu mythologique en char, sphère céleste tournant selon les étoiles, certains engrenages mettent jusqu'à 25 000 ans pour en effectuer un tour complet. Cet appareil sublime ne se contente pas de mesurer le temps, il invite à l'introspection, il raconte l'union de l'homme, du peuple et du cosmos.